c'est à moi le plaisir de vous présenter Nathalie Desprez, qui est prof à Rouen et que je remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc je vais dire deux choses. D'abord que Nathalie Desprez s'occupe de phénoménologie allemande, de sa réception française, notamment chez Merleau-Ponty et Michel Henry, et sous les thèmes de l'intersubjectivité, du corps, de la conscience et de l'attention. Et les sujets dont on va parler ce soir, c'est la vigilance au cœur de l'attention. Voilà. Merci. Merci Marco pour... Merci pour cette invitation et je suis ravie de participer, de contribuer à votre école d'été où vous vous réunissez donc, venant d'horizons différents et en même temps de cursus proches. Et puis voilà, donc c'est l'occasion pour moi de vous parler d'un thème sur lequel j'ai eu un certain nombre d'années de réflexion, de vagabondage et finalement de quelques résultats peut-être. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais procéder en deux temps. D'abord, je vais faire une sorte de présentation un peu ouverte de cette thématique. Donc l'attention à travers le fil conducteur de la vigilance. Donc j'essaierai de vous montrer pourquoi passer de l'attention à la vigilance, pourquoi c'est intéressant. Mais avant ça, il faut déjà essayer de vous expliquer pourquoi c'est intéressant de parler d'attention. Et puis dans un deuxième temps, on verra en fonction de l'heure aussi, parce que je voudrais pas prendre trop je voudrais qu'il y ait un échange, qu'on puisse intervenir et puis peut-être réagir avec des questions, des critiques. Dans un deuxième temps, je vous présenterai plus ce que j'appelle bon, c'est pas un terme que j'invente, hein, on le trouve par ailleurs aussi, ce que j'appelle une métaphénoménologie de l'attention. C'est-à-dire quelque chose qui est plus de l'ordre d'hypothèses et de résultats déjà concernant l'attention. Donc c'est je vais sauter les analyses proprement dites qui en fait permettent de démontrer ces résultats. Et je vais aussi sauter les descriptions concrètes d'un certain nombre de micro-phénomènes attentionnels qui là aussi servent à valider les résultats auxquels je parviens. Parce que pour des raisons de temps, je peux pas, ça serait beaucoup trop long de passer par ces deux niveaux-là. Donc en fait, je vous présente en amont l'intérêt de l'attention et en aval un certain nombre de résultats, donc une sorte de petite épistémologie de l'attention. Alors du coup, je pense que vous aurez des questions parce que comme je saute ce qui donne corps en fait à la question et qui normalement vous permettrait d'adhérer, évidemment, je vais vous solliciter. Mais bon, pour des raisons de temps, c'est vraiment difficile de... Ou alors il aurait fallu que je fasse juste une analyse ou juste une description. Et du coup, on aurait été tout de suite plongé dans les choses. Bon, c'est bien, c'est évidemment phénoménologiquement, c'est ça qu'il faut faire. Mais pour les besoins d'une conférence, je me suis dit que c'était pas forcément voilà. Donc, l'attention, c'est à mon sens un enjeu crucial. Si on regarde ce que les historiens de la philosophie, mais aussi les historiens des sociétés et des cultures nous ont dit, eh bien, on se rend compte que dès ses débuts, l'humanité a été confrontée à ce qu'on peut appeler une variabilité des capacités attentionnelles. Par exemple, lorsqu'un chasseur guette sa proie cachée derrière un buisson, il est dans un état d'alerte continue qui seul lui permettra de tuer son gibier. Lorsqu'il bande son arc, il fait preuve d'une mobilisation intense dans l'instant, grâce à laquelle seul il pourra toucher sa cible. S'il s'évade ne serait-ce qu'un instant en esprit, s'il n'est pas au fait de sa concentration, il se peut qu'il rate le fruit de son repas et mette en question la survie de son clan, par exemple. Donc il semble que l'attention soit un état à la fois instantané et en même temps durable qui, dans l'exemple que je viens de prendre, conditionne une survie individuelle et aussi collective
et correspond à une inscription dans l'espace social. Plus largement, les anthropologues voient dans l'attention une activité interne qui signe un processus d'hominisation et qui nous définit en tant qu'être humain, y compris dans notre capacité à être inattentif, à être distrait. Et même si un certain nombre de primatologues cherchent à montrer comment les singes supérieurs disposent de capacités d'alerte, notamment de focalisation au cours de leurs activités d'observation et de saisie d'objets, ces capacités ne sont valorisées que depuis un paradigme d'hominisation, comme c'est le cas aussi par ailleurs concernant les capacités langagières. Bref, l'attention semble être une disposition individuelle qui traverse un certain nombre d'activités humaines sociales et qui fait du monde dans lequel nous évoluons une réalité qui nous importe, qui compte pour nous, qui acquiert du sens à nos yeux. Les objets qui nous entourent, les événements de notre vie, les situations auxquelles nous sommes confrontés, les personnes que nous côtoyons changeront de statut ontologique en relation avec le degré d'attention que nous leur accorderons. Par exemple, dans un certain nombre de cultures traditionnelles, en fonction de l'attention que je vais leur prêter, des objets vont apparaître soit comme des outils techniques ou comme des incarnations du divin. Dans un contexte plus quotidien de vie, en fonction de l'attention que je vais ou non accorder à une rencontre, eh bien celle-ci pourra rester fortuite, anodine, périphérique, ou bien elle pourra acquérir une portée existentielle qui la fera passer au premier plan de ma vie. Donc l'attention n'a cessé d'être cultivée par ailleurs à l'aide de techniques variées qui sont destinées soit à attirer l'attention, soit à la maintenir, ou, à rebours, à la relâcher, comme si on sentait confusément que notre humanité en dépendait. Est-ce à dire qu'accroître la qualité de notre attention, ce serait devenir plus humain? Peut-être. En tout cas, on construit des objets dont la fonction n'est pas seulement utilitaire. Par exemple, une valise pour transporter mes affaires quand je suis venue à Toulouse. Ou esthétique, un tableau que j'accroche sur le mur dans mon bureau, mais qui sont des supports de fixation de l'attention. Sans parler des objets dont la fonction est de soutenir l'attention, explicitement, dans un certain nombre de cultures traditionnelles, encore une fois, ou cultures religieuses, comme les totems, les icônes, les vitraux, les mandalas. Et bien, de manière plus quotidienne, encore une fois, la valise dans laquelle je vais ranger mes vêtements pour venir à Toulouse, eh bien, ça m'offre un espace délimité où mon activité trouve à se centrer, me permet de sélectionner les affaires que je vais emporter, celles que je vais laisser. Le tableau que je vais disposer sur le mur de ma chambre, eh bien, il a du sens pour moi, il est investi en valeur attentionnelle, et à chaque fois que mon regard se pose sur lui, quand je passe, quand je m'assois, eh bien, il m'offre un espace possible de contemplation, ne serait-ce que minimal. Par ailleurs, de nombreuses pratiques sportives contemporaines, plus anciennes, dont la fonction explicite est également évidemment pragmatique, symbolique, recèlent également en sous-main un puissant sens attentionnel. C'est le cas en danse, en natation, en cyclisme, en escalade, citer que quelques-uns. Mais aussi, par exemple, de manière plus directe, peut-être plus explicite, dans des pratiques également méditatives comme le tir à l'arc ou les arts martiaux. Plus avant, les activités même de construction des habitats, les pyramides, les cathédrales, mais tout autant l'urbanisme contemporain, ou les activités d'organisation d'un planning, une conférence, d'une école d'été, les activités de gestion d'une communauté requièrent une capacité complexe d'enchaînement de séquences où l'attention vient ordonner, réguler, adapter le processus de réalisation. Donc il n'est pas étonnant, au vu de ce caractère crucial de l'attention, dont j'ai relevé quelques éléments dans la société, dans notre culture, dans l'humanité plus largement, il n'est pas étonnant que les philosophes, aux côtés des historiens et des anthropologues, se soient attachés à relever son importance. Il est presque banal d'affirmer aujourd'hui que l'attention est une question ancienne et récurrente en philosophie, même si peut-être ça vous a échappé, vous n'avez pas forcément été attentif à ça, parce que c'est à la fois
important et en même temps pas forcément beaucoup thématisé. Donc c'est ce paradoxe sur lequel on peut s'arrêter quelques instants. Dans l'Antiquité notamment, et particulièrement chez les stoïciens, chez les épicuriens, ce qui est relevé, ça va être la capacité à se concentrer sur le moment présent. Et c'est l'attention à soi-même, on va dans ces philosophies-là appeler justement la vigilance, l'attention à soi, c'est la vigilance, qui va être privilégiée relativement donc à ce qui dépend de nous, sur quoi nous avons prise, par opposition à ce qui ne dépend pas de nous, qui éveille nos désirs, qui nous fait souffrir. Vous aurez reconnu cette dichotomie propre au stoïcisme, qui est assez connue. Et on trouve notamment dans un texte de Philon d'Alexandrie, qui est extrêmement intéressant de ce point de vue-là, 2 listes de techniques de soi qui portent donc sur la recherche, l'examen approfondi, la lecture, l'écoute, la maîtrise de soi, les lectures, les méditations, les souvenirs, ces exercices intellectuels, qui sont aussi des exercices d'écoute, de mémorisation, qui préparent justement la méditation et l'attention. Donc on a cette idée d'attention comme présence à soi, qui est une orientation générale des pratiques de soi, et une technique particulière qui va venir de l'exercice spirituel à l'exercice intellectuel, un peu en continuité. On a des auteurs qui ont travaillé là-dessus, notamment Pierre Hadot et puis parallèlement Michel Foucault. Donc je laisse ceci de côté. Mais bon, c'est un premier jalon intéressant. On peut aller chercher, on peut aller essayer d'arrimer la question dans ces textes-là, qui sont des textes pratiques. Et dans des termes assez proches, en lien avec la relation au présent, justement, la présence à soi, le présent, on trouve dans un certain passage des Confessions de Saint-Augustin une conception de l'attention comme le présent du présent, en lien avec l'attente, selon un lien d'ailleurs étymologique intéressant, attentio, attendere en latin. Je cite, tourner son esprit, c'est ce qu'on trouve au livre 9 des Confessions, tourner son esprit vers ce qui advient. Être attentif, c'est tourner son esprit vers ce qui advient. Plus avant, il nous dit que dans l'esprit, il s'accomplit 3 actes. L'esprit attend, il est attentif et il se souvient. L'objet de son attente passe par son attention et se change en souvenir. L'attention par laquelle ce qui va être son objet tend à ne l'être plus. C'est un acte présent d'attention qui fait passer ce qui était futur à l'état de temps écoulé. Alors ici, vous voyez que la problématique d'Augustin est très marquée par le rapport au temps, par la mémoire. Donc le lien entre l'attention et la mémoire est crucial. Alors plus avant, si on regarde un petit peu dans d'autres textes ce qu'on peut trouver sur ce thème, on trouve chez un certain nombre de philosophes classiques, donc la période classique, c'est-à-dire 17e, on va avoir finalement 2 conceptions parallèles et assez contrastées concernant l'attention. Soit suivant une veine qui est la veine de l'Antiquité, donc de ces pratiques, ces exercices intellectuels et spirituels, qui donnent lieu justement à cette ouverture et à cette attente, être réceptif, être disponible, être dans l'ouverture et dans l'attente, soit en lien avec une activité qui est plus une activité de maîtrise et de volonté. Donc aujourd'hui en phénoménologie, on dirait d'un côté on est dans la passivité, de l'autre côté on est dans l'activité, mais ce n'est pas tout à fait les termes dans lesquels ces philosophes s'expriment. Alors quels sont ces philosophes? D'un côté, on va avoir un auteur comme Malebranche, au XVIIe siècle, qui va être beaucoup plus du côté justement de cette disponibilité, de cette réceptivité, de cette attente. Et puis de l'autre côté, un auteur que vous connaissez bien, Descartes, qui va lui plutôt mettre l'accent sur la conception de l'attention comme volonté, comme effort, comme contrôle. Et ça donne des sillons assez contrastés qui, dans les siècles suivants, se distribuent selon une donne qui va être assez antinomique, donc assez inconciliable, et qui va donner lieu soit à des perspectives centrées sur la mystique, plutôt, Malebranche, et les auteurs ultérieurs, soit des perspectives beaucoup plus centrées sur des expérimentations scientifiques. Descartes ouvrant davantage cette voie-là.
avec en psychologie aujourd'hui par exemple quelque chose de très fort autour de l'attention et du contrôle, de la sélection, de la détection, quelque chose de très centré sur la maîtrise. Donc avec Descartes et la tradition rationaliste qui l'inaugure, et on peut ensuite prolonger ça chez Leibniz et chez Fichte notamment, l'attention est liée à la volonté, elle s'associe au jugement et à l'effort. On trouve des passages intéressants dans les méditations et dans les passions de l'âme notamment, où l'attention est appréhendée comme quelque chose qui accompagne en réalité une activité, mais qui n'est pas en tant que telle pensée depuis elle-même, mais qui est pensée comme un accompagnement. Chez Leibniz, dans les nouveaux essais, on trouve aussi une conception de l'attention qui va être essentiellement appréhendée à partir de la volonté. Donc l'attention vient dans ces perspectives-là, tout en étant appréhendée depuis la volonté et depuis le contrôle, elle va être appréhendée comme soutenant la perception, comme étant quelque chose qui soutient la perception, comme ayant un rôle crucial, mais adjuvant, en fait. C'est-à-dire un rôle qui peut sembler accessoire, mais qui est central dans son dimension accessoire, comme une aide, un accompagnement. Et apparemment, d'après ces auteurs, l'attention n'existe pas toute seule. C'est-à-dire que pour être attentif, il faut être en train de percevoir quelque chose, ou bien se souvenir de quelque chose, ou bien imaginer quelque chose, ou bien être en relation avec quelqu'un. Mais être attentif sans activité qui est là pour justement servir de cadre, c'est pas possible. Alors dans cette perspective, donc toujours d'attention qui est adjuvante, mais qui est de l'ordre du contrôle et de la volonté, eh bien, on a des auteurs comme Mendebiran, qui ont fait aussi un effort et une tension, Condillac, qui ont fait une sensation forte, ou beaucoup plus tard, au XXe siècle, le philosophe Alain, qui insiste sur le fait que l'attention, que rien ne peut se faire sans attention. Et que donc c'est vraiment quelque chose qui est un requisite, quelque chose de nécessaire pour toute activité. Dans l'autre donne du Bocquet, à partir de Malebranche, l'attention, nous dit-il, l'attention de l'esprit, c'est ce qu'il dit, c'est une prière naturelle, par laquelle nous obtenons que la raison nous éclaire. Alors, pour Malebranche, il y a bien la dimension de travail et d'exercice, mais c'est essentiellement pensé comme une attente sans expectative, donc très proche de ce qu'on trouvait déjà chez Saint-Augustin, donc l'attention attente, que reprendra d'ailleurs à son compte quelqu'un comme Bergson au début du siècle également. Je cite à nouveau un passage: « Toute conscience est anticipation de l'avenir. Considérez la direction de votre esprit à n'importe quel moment, vous trouverez qu'il s'occupe de ce qui est, mais en vue surtout de ce qui va être. L'attention est une attente. Et il n'y a pas de conscience sans une certaine attention à la vie. » Vous voyez qu'ici, Bergson va encore plus loin puisqu'il fait de l'attention la condition même de la conscience. Donc, tout à l'heure, moi je parlais d'activités plus spécifiques, la perception, l'imagination, la mémoire, etc. Mais lui va plus loin puisqu'il en fait quelque chose qui sous-tend même la conscience. L'avenir est là, il nous appelle, ou plutôt il nous tire à lui, c'est toujours Bergson qui parle. Cette traction ininterrompue qui nous fait avancer sur la route du temps et cause aussi que nous agissons continuellement. Toute action est un empiètement sur l'avenir. Donc dans cette veine-là, l'attention attente qu'on trouve depuis Saint-Augustin, passant par Malebranche et en allant en direction de Bergson, eh bien on trouve comme une sorte de point d'aboutissement ou de radicalisation, on trouve des propos de Simone Weil dans Attente de Dieu, qui nous dit « Le plus souvent, on confond avec l'attention une espèce d'effort musculaire. Si on dit à des élèves « Maintenant, vous allez faire attention », on les voit froncer les sourcils, retenir leur respiration, contracter les muscles. Si après 2 minutes, on leur demande, c'est Simone Weil qui parle, à quoi avez-vous fait attention? Ils ne peuvent pas répondre. Ils n'ont fait attention à rien. L'attention, elle continue, consiste à suspendre sa pensée, à la laisser disponible, vide et pénétrable à l'objet,
la pensée doit être vide, en attente, ne rien chercher. Vous voyez, là, on arrive au bout du fil finalement que je tire sur cette piste de l'attention, attente, ouverture, réceptivité, puisqu'on débouche sur le vide, sur le rien. Donc, c'est l'opposé de l'attention qui est rapport à l'objet, qui est contrôle, maîtrise, rationalisation, etc. On a vraiment l'impression que c'est deux pistes très antagoniques. Donc là, j'ai essayé de reconstituer un paysage philosophique de l'histoire de la philosophie où voilà, ce thème apparaît, sachant qu'a priori, ce n'est pas forcément une thématique que vous avez rencontrée ou qui vous a semblé topique ou qui est souvent, voilà, pas souvent relevée. Hein. Mais vous voyez qu'on peut quand même faire quelque chose d'assez... Alors après, il faudrait aller plus loin, hein, c'est juste une cartographie. Mais au vu de ces pensées qui semblent assez judicieuses, hein, des philosophes que j'ai évoqués, aussi bien anciens, modernes que contemporains, qui voient dans l'attention soit un effort de la volonté et du corps, hein, puisque, bon, ça c'est critique chez Simonet, mais quand elle parle d'efforts musculaires, etc., ou même de Biran, c'est aussi très organique. Hein. Donc soit ce type de conception en termes d'effort et de volonté, soit en termes d'attente disponible et ouverte. Hein, et là, on a bien l'impression d'une opposition, on ne peut pas trop réconcilier les perspectives. On peut se demander finalement, est-ce qu'au fond on peut dire quelque chose de plus? Parce que peut-être que les phénoménologues ne fait que rejouer cette distinction, comme je disais, en termes de passivité et d'activité. Et en effet, si on regarde un petit peu ce qu'en disent un certain nombre d'auteurs en phénoménologie, la plupart du temps, ils notent cette double postulation. Hein, et aussi le rôle, on pourrait dire, de base continue de l'attention, hein, comme une sorte d'activité qui est là en sous-main, mais qui est adossée à de nombreuses activités, et qui en même temps n'apparaît pas forcément comme telle. Hein, une sorte d'activité latérale et en même temps qui soutient. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de différent, qu'est-ce qu'on peut dire de neuf et aujourd'hui, pourquoi s'y intéresser, hein. Au vu de ce qu'on peut récolter, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'aller regarder ce qui s'est déjà dit, hein, dans l'histoire, hein, et est-ce qu'il y a autre chose à dire concernant l'attention. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que... quel est le fait qui peut rendre une réflexion sur l'attention nécessaire, qui peut engager à un renouvellement, qui peut engager à une nouvelle interrogation. Alors je voudrais ici rappeler un certain nombre de faits plus récents, plus contemporains en lien avec cette question. Comme vous le savez, hein, depuis un certain nombre de décennies, on est confronté à une mutation assez vertigineuse des modes de communication, bien au-delà des outils assez traditionnels comme la télévision. On a une multiplication de supports informatiques à travers le développement d'Internet, le téléchargement en ligne des programmes, d'émissions, de films, mais aussi des échanges en direct, hein, par toutes sortes de réseaux, hein, que vous connaissez bien à travers aussi le travail que vous faites à travers vos philosophies. Donc, mais bon, je pense à les réseaux que vous connaissez tous, vous pratiquez, que ce soit Facebook, Twitter, ou Skype ou d'autres encore. Et on a affaire à des réseaux qui sont multidirectionnels, qui sont beaucoup plus rapides encore que ce qu'on connaît, nous, plus traditionnellement en termes de courriel, de mail. On peut aussi penser à l'invasion des téléphones portables, qui créent des situations de communication multiples et simultanées, tout le monde pouvant connecter tout le monde à tout instant, et tout le monde étant en droit d'attendre en retour des réponses dans l'ordre de l'immédiat. Donc on a un immense réseau de communication en direct et en mouvement incessant, qui nous mobilise tous, à des titres divers, mais et pas forcément toujours de manière consciente, et qui crée des dépendances assez grandissantes en matière de connexion. Alors pourquoi je vous parle de ça? Quel est le lien avec ce que je viens de vous dire avant? On peut penser qu'on a affaire avec cette sorte de connexion généralisée à un garde-fou face à une angoisse qui est générée par la solitude et par la montée de l'individualisme qui l'a précédé. Donc on a affaire à un déficit de relation et on crée du lien, permettant à tout le monde, à chacun de se connecter avec n'importe qui, n'importe quoi. Donc on a une illusion d'être relié, hein, de ne pas être seul, hein, on se sent entouré d'une présence virtuelle, et donc voilà, ça permet d'entretenir, dans d'autres contextes, on évoque sous le terme de cocon. Et ça encourage aussi des postures qui sont des postures
dont on entend beaucoup parler aujourd'hui dans les journaux et dans un certain nombre d'articles, des postures de zapping qui sont assez généralisées et que l'on peut constater de manière assez quotidienne chez les plus jeunes, mais aussi chez les moins jeunes, on va dire. Des pratiques journalières, des outils informatiques, on en est tous là, qui conduit, alors je vais parler des élèves, comme ça on sera moins concerné directement, à passer de manière tout à fait multidimensionnelle d'un devoir réalisé pour l'école, en regardant sur Wikipédia, à des réponses électroniques, à des échanges en ligne sur Facebook, à des jeux sur réseau. Donc tout ça se faisant quasiment en même temps, et voilà, dans des sortes de mélanges, d'interfaces. Tout est pratiqué en simultané, et en fait on a des comportements très proches dans des contextes professionnels, que ce soit des contextes administratifs, financiers ou politiques, où on va avoir des activités parallèles qui se mettent en place, et bon, que ce soit donc monter un dossier financier ou répondre à des clients, échanger en parallèle sur des amis, avec des amis, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est que alors que les plus jeunes, les adolescents, disons, semblent pratiquer cette dimension attentionnelle multifocale de façon assez spontanée, de façon assez, avec une sorte d'aisance, enfin une sorte de... Il semble que pour les adultes, alors je ne définirai pas les âges, j'ai évité ça, eh bien, la situation est souvent vécue comme une source de tension et de brouillage, même parfois, comme si, ce serait à vérifier, mais au niveau de la plasticité cérébrale, ce n'était pas tout à fait la même dynamique qui était en jeu dans un cadre et dans l'autre. Avec des impossibilités, donc des tensions justement qui sont suscitées par le fait de ne plus pouvoir interagir de plusieurs manières avec plusieurs personnes sur plusieurs supports en même temps. Donc là, je fais appel à des pratiques tout à fait que vous connaissez tous, mais qui engagent l'attention dans l'idée d'une division attentionnelle qui peut être soit source de paralysie, soit source de plasticité. Et en fait, là, je ne me permettrai pas d'entrer dans une dynamique de comment dire, axiologique, je ne vais pas porter du jugement, parce qu'en fait, ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. Et en fonction de la même personne au même moment, à des moments différents, deux personnes qui ne sont pas dans les mêmes contextes, ça va pouvoir basculer dans un sens ou dans l'autre. Et en même temps, il ne s'agit pas d'être manichéen au niveau ni générationnel, ni contextuel, parce que ça peut très bien basculer dans un sens ou dans l'autre. Et même chez les plus jeunes, ça peut aussi donner lieu à des contextes assez dramatiques, ce qu'on désigne très souvent aujourd'hui sous l'expression un peu technique, enfin psychomédicale, de attention deficit disorder, qui est liée donc à une sorte d'hyperactivité où l'attention va être impossible et elle va se dissoudre, parce qu'il y a justement cette ouverture beaucoup trop grande, cette sorte d'ouverture tous azimuts. C'est une réalité assez partagée, et il y a là une pathologie de l'attention qui a été notée par un certain nombre de psychologues, avec une incapacité à se centrer, à se concentrer, à se centrer, une attitude donc de dispersion, d'éclatement, qui résulte justement de cette hyperactivité, de ce type de zapping. Donc un déficit attentionnel croissant, qui donc donne lieu à un désordre intérieur, et où la possibilité même d'apprendre, du coup, devient problématique. Alors certains auteurs sont extrêmement catastrophistes, je dirais, dans cette perspective-là. Par exemple, un auteur comme Bernard Stiegler a beaucoup développé cette conception-là. Il parle d'évolution pulsionnelle du consumérisme. Et donc il considère par exemple dans un texte qui est de 2008, s'intitule « Prendre soin de la jeunesse et des générations », ou un autre texte, « Économie de l'hypermatériel et psychopouvoir », qui date aussi de 2008, qui développe une critique de la télévision et de la captation de l'attention, c'est son expression, donc elle entraîne chez les jeunes enfants, et donc de la dépendance et du consumérisme que cela produit. Et à cela, il oppose, à cette destruction de l'écologie de l'attention, comme il dit, il oppose, qui est une crise pour lui profonde, il oppose une attention, ce qu'il appelle une attention profonde,
qui est requise pour la lecture d'un livre, par exemple, c'est l'exemple qu'il donne, ou l'éducation à l'esprit critique. Que cette hyper-attention multitâche, selon lui, ne permet pas de réaliser. Donc, vous voyez, lui a un propos très manichéen, très oppositif, très duel. En même temps, il pointe un problème, qui n'est pas inintéressant de ce point de vue-là. D'autres auteurs, au contraire, par exemple comme Pierre Lévy, dans des textes, bon, je cite un texte assez ancien déjà, Cyberculture, mais il y en a d'autres plus récents, sur le virtuel notamment, donc Pierre Lévy. D'autres vont être beaucoup plus favorables à cette course en avant vers plus de technologies, des technologies plus fines, plus renouvelées. Et ils vont prendre acte de cette, donc Pierre Lévy notamment prend acte de cette évolution, et il salue l'émergence de ce point de vue-là, à partir de là, justement d'une humanité en mutation technique d'elle-même, acquise au temps de la vitesse et de l'urgence. Donc vous voyez, ici on a une perspective tout à fait autre. Et donc notamment ce qui intéresse Lévy, c'est la capacité de créativité et d'attention à la nouveauté, à l'inédit que font surgir ces nouvelles technologies. Donc il ne voit pas là un parasitage et une crise de l'attention et une pathologie de l'attention, il y voit au contraire une capacité de l'attention à s'intensifier et à produire du nouveau. Alors il y a une étude de 2008 que j'ai récupérée dans des documents qui indique que les visiteurs du Louvre aujourd'hui ne consacrent plus que 42 secondes à la vision d'une œuvre. Ça c'est important. Et à partir de là, on pourrait réagir de deux façons différentes. Si on reprend la perspective soit de Stigler d'un côté, soit de Lévy de l'autre, est-ce qu'il faut s'en inquiéter et engager une réflexion sur l'importance qu'il y a à retrouver, par exemple, un rapport à la contemplation en lien avec une économie de l'attention, une sobriété, et une sorte d'éthique de l'être présent. Est-ce qu'il faut avoir ce genre de propos? Ça, ce serait plutôt Stigler. Ou bien est-ce qu'il faut se réjouir de l'aptitude de notre humanité à multiplier les connexions, donc à multiplier les capacités, les relations, les mises en relation, par exemple dans une exposition, entre les œuvres, entre les époques, et à créer des réseaux qui peuvent générer du nouveau, qui peuvent être producteurs de réalités inédites. Vous voyez, on a ces deux tendances, ces deux attitudes. Je ne trancherai pas sur ce débat, puisque vous voyez qu'il est quand même assez orienté axiologiquement. Et il me semble que les deux postures, finalement, se développent, existent, et il faut sans doute se situer autrement d'ailleurs que dans cette opposition. Mais en tout cas, si on décide de porter l'attention sur l'attention, je reviendrai sur ce redoublement, c'est ce que j'essaye de faire maintenant, eh bien on se rend compte qu'il y a une urgence pour notre humanisation, pour notre humanité. Et il me semble que les sciences l'ont bien compris, qui depuis plus d'un siècle, et même 2 siècles, il faudrait dire maintenant, multiplient leurs travaux en psychologie et en neurosciences plus récemment, sur cette fonction de l'attention qui est particulièrement complexe et globale. Beaucoup de scientifiques ne savent pas trop quoi en faire. Il y a eu énormément d'articles, c'est absolument incroyable, et en même temps, il n'y a pas forcément une vision très claire. Parfois, quand il y a trop de choses, d'ailleurs, c'est le signe que c'est pas très clair. On s'épuise dans la production, et puis en fait, on n'aboutit pas à des choses très précises. Mais en tout cas, ça apparaît. Ce qui résulte de toute cette production, c'est que c'est une fonction qui est extrêmement complexe et qui est globale, et qui ressemble davantage à un réseau intégré d'activités transversales qu'à une activité qu'on pourrait localiser quelque part. De toute façon, on est un peu sorti de l'idée qu'on pourrait localiser quelque chose dans le cerveau de manière assez univoque. Mais pour l'attention, ça semble encore moins vrai que pour d'autres facultés ou fonctions. Et donc, on a affaire à un réseau qui mobilise à la fois la mémoire, la perception, la veille, l'émotion, la décision, et qui n'a pas forcément d'autonomie ou d'identité propre, mais qui se greffe à ces autres activités. Donc c'est un petit peu déjà l'idée que j'évoquais tout à l'heure, et là je la récupère parce qu'en fait elle est très très présente en sciences. Ce qui rend du coup sa thématisation difficile. Quand on ne sait pas où chercher quelque chose, c'est très difficile de le trouver. Donc avec l'attention, on est un peu dans cette difficulté-là. On peut penser
que dans le cas de cette urgence à penser l'attention, eh bien d'une autre manière, un certain nombre de techniques méditatives et spirituelles, dont j'évoquais certaines indications à travers les stoïciens et les épicuriens tout à l'heure, peuvent également avoir un rôle à jouer aujourd'hui, hein, dans le contexte actuel. Il y a aussi, comme vous le savez, aujourd'hui, depuis un certain nombre de décennies, peut-être pas un siècle ou deux comme en science, mais plus récemment, un intérêt, un renouvellement de l'intérêt pour un certain nombre de techniques et de pratiques méditatives venant d'horizons très différents. Considérer que c'est un petit peu... là aussi, il y a une dimension de consommation et puis de marché. Hein, je ne vais pas rentrer dans cette perspective-là, mais en tout cas, ça existe. Et ici, donc, si on est dans ce contexte-là, il semble que l'attention soit mobilisée et s'adresse moins à l'intellect, moins à la raison ou à la cognition, comme c'est le cas en science, qu'à notre attitude plus globale, finalement, face à la vie. C'est quelque chose de beaucoup plus existentiel, on va dire, dans les termes philosophiques. Donc on peut penser que ces techniques ou ces pratiques méditatives, eh bien, elles peuvent proposer des clés en matière justement de présence à soi, pratique de la présence à soi, d'exercice, ou de la présence tout court, ce qui peut être un autre nom de l'attention. Donc là aussi, il y a peut-être à aller chercher des indications importantes dans un contexte qui n'est pas du tout le même, évidemment, que les sciences. Et devant l'impact croissant qu'ont les sciences dans notre société, hein, dans notre vie, et la visibilité de plus en plus importante aussi d'un certain nombre de techniques et de pratiques méditatives, on peut se demander, c'est assez légitime de se demander quel rôle finalement la philosophie peut jouer ici. Parce que peut-être qu'en réalité, peut-être que d'un côté les sciences, de l'autre côté ces techniques et ces pratiques méditatives ont comblé l'espace. Est-ce qu'il y a encore besoin finalement, est-ce que les philosophes ont encore besoin d'agir ici, d'être là? Forcément. Peut-être que tout a déjà été dit de différentes façons par les uns ou les autres. Alors moi, c'est pas ce que je pense que les philosophes ont quelque chose à dire. Et au sein de la philosophie, évidemment, je vais défendre un peu mon fonds de commerce. Je pense que la phénoménologie a quelque chose d'intéressant à dire et à apporter en fait, hein, dans cette reconstitution. Hein, parce que j'ai évoqué un certain nombre d'auteurs dans l'histoire de la philosophie qui ont donné quelques éléments. Mais bon, je pense qu'on peut aller plus loin. Alors pourquoi la phénoménologie? Bon, je ne vais pas apprendre beaucoup de choses à certains d'entre vous, parce que vous connaissez déjà beaucoup cette perspective. Mais il me semble que par rapport à d'autres approches philosophiques antérieures, qui mettent en avant essentiellement l'argumentation, la rigueur conceptuelle, la critique, une visée de systématicité, ça c'est un certain nombre de traits qui caractérisent la philosophie en tant que telle, hein, et c'est tout à fait important et légitime. Il me semble que la phénoménologie possède un plus. Elle possède tout ça, de sa façon, puisque c'est une philosophie, mais elle possède un plus, et ce plus, c'est quelque chose qu'on a du mal à cerner souvent, on ne sait pas trop quoi en faire, hein, et souvent on le résume, pour le meilleur et pour le pire, à travers sa méthode, la méthode issue de Husserl notamment, et puis qui a été reprise et critiquée par tous les autres après, tous les phénoménologues après. Donc la méthode de la réduction, ou de l'époquer. Souvent on ne sait pas très bien comment faire. À la fois on se dit, ah, c'est très important, c'est la méthode de la phénoménologie, donc voilà. Souvent on la critique, on dit mais en fait voilà, cette méthode elle sert à quoi, comment est-ce qu'on fait, on ne sait pas très bien, etc. C'est assez mystérieux. Une des hypothèses que je fais, c'est que justement l'attention pourrait être finalement une expérience beaucoup plus proche, beaucoup plus concrète et beaucoup plus facile à s'approprier que cette énigmatique époquée. Dont on a essayé à la fois de montrer qu'on pouvait la pratiquer, mais certains la critiquent en disant en réalité on ne sait pas de quoi il s'agit. En même temps, c'est la méthode essentielle de la phénoménologie, donc on ne va quand même pas la mettre de côté, ça serait un peu embêtant. Donc tout ce qui tourne autour de cette question, c'est à la fois ce qui fait le plus de la phénoménologie, et en même temps ça reste un peu mystérieux. Ce qu'on peut dire de manière très simple, c'est que du coup, on a affaire à quelque chose avec la phénoménologie qui nous propose un regard, une présence, quelque chose qui nous ouvre sur le monde, sur les objets,
et qui donc se dégage finalement de la simple compréhension systématique, argumentative, critique par rapport à soit la réalité, soit les textes. On est dans un espace qui est excédentaire par rapport à ça, hein, qui nous propose un excès, quelque chose d'autre. Ça ne veut pas dire qu'on supprime ce qu'elle veut dire, mais il y a quelque chose de plus. Et donc c'est ce que Husserl souvent nomme autour de ce qu'il appelle le retour aux choses elles-mêmes, hein, qui ne correspond pas aux objets. Hein, les choses, ce n'est pas les objets, comme vous savez, c'est ce qui est en jeu pour moi, hein, c'est l'affaire de la pensée, comme dit Heidegger, donc c'est ce qui m'importe, ce qui compte pour moi, ce qui est urgent pour moi, quel est l'enjeu de ce que je fais. Donc un retour à l'expérience, en ce sens, hein, mais au sens de qu'est-ce qui m'importe, qu'est-ce qui est important pour moi. C'est pas l'expérience au sens des faits, c'est pas les choses au sens des objets, hein, c'est quelque chose qui me concerne moi. Donc par ce retour à l'expérience, on pourrait dire que la phénoménologie, eh bien, elle va être capable de tisser des liens avec ces différents espaces que j'ai évoqués tout à l'heure qui semblent sans relation les uns avec les autres. Par exemple, du fait même de cette importance accordée à l'expérience, prioritairement, on peut dire qu'elle pourra faire alliance avec une certaine visée d'expérimentation qu'on trouve en sciences. Dans les sciences cognitives actuelles, il y a un souci d'expérimenter, finalement ne pas être dupe de ce qu'on raconte, des modèles, enfin des systèmes, mais aller voir comment ça se passe exactement dans une expérience très concrète, très précise, très ciblée, etc. Donc finalement, c'est la prudence de l'expérimentaliste, hein, qui ne veut pas faire de grands discours, hein, mais qui va aller chercher l'expérience la plus juste, la plus sobre, qui va lui permettre de faire une démonstration. Donc on pourrait dire que la phénoménologie, dans sa veine de retour à l'expérience, elle peut faire alliance avec cette sorte de prudence du scientifique, cette sobriété. Parallèlement, on peut dire qu'elle entre en affinité avec une certaine quête, disons, des traditions méditatives, du fait de cette prise de recul, hein, de ce regard porté sur le monde, via donc l'évoquer, si on entend, comme une suspension des préjugés, hein, comme une mise en suspens, hein, donc un recul apporté par rapport à l'adhésion immédiate à l'objet. Donc on pourrait dire que de ce point de vue-là, elle peut faire alliance avec l'un et l'autre, hein, donc elle peut être une discipline charnière pour repenser l'attention, en faisant une expérience d'ouverture au monde, plus qu'un état mental interne, comme c'est quand même beaucoup comme ça qu'elle est présentée en science. Souvent en science, on réduit l'attention à la focalisation, à la sélection des données, et donc on y voit un état interne. Donc la phénoménologie peut ouvrir sur autre chose, elle peut nous donner cette dimension d'ouverture en tout cas. Et elle peut aussi doter l'attention d'un langage qui sera peut-être plus partageable, hein, plus communicable, disons, que ce que les traditions méditatives peuvent faire, qui sont très souvent quand même enfermées dans leur propre mode d'expression, donc avec un caractère endogène qui du coup rend la communication difficile, donc qui du coup rend le dialogue avec les sciences, qui sont quand même finalement les sciences offrant le langage qui a d'emblée une sorte de label, enfin, d'efficacité, enfin, d'objectivité, mais qui a, vous voyez, une sorte d'étroitesse de compréhension aussi. Donc peut-être que la phénoménologie peut apporter ici quelque chose en termes d'inédit, en termes de soubassement, hein, de dimension fédératrice des différents champs. Et c'est le point que je voudrais aborder maintenant, peut-être. Ce soubassement philosophique, à mon sens, il est fondé sur la notion de vigilance. Donc c'est ce terme-là que je vais introduire maintenant. Donc, si on veut vraiment parvenir à sortir y compris des difficultés de cette terminologie de l'attention étant beaucoup portée par le vocabulaire scientifique, donc nous reconduisons sans cesse à finalement des perspectives très étroites de focalisation et de sélection, de concentration. Donc si on veut sortir du modèle l'attention-concentration, je veux dire, attention-concentration,
qui évidemment n'est pas la bonne voie d'entrée pour entendre cette expérience, parce qu'elle est trop étroite et elle est vraiment restrictive et elle est enfermante. Et elle en fait, encore une fois, un état interne, un état individuel, un état qui est un état de fermeture. Et si on veut penser l'attention comme une attention vigilance, donc je vais utiliser un tiret, face à l'attention concentration, on va essayer d'inventer quelque chose qui serait l'attention vigilance. Et bien à ce moment-là, la phénoménologie peut être une ressource. Peut être une ressource parce qu'elle a cette sorte d'hypothèse d'ouverture. En fait, c'est le terme d'ouverture que je vais utiliser comme un terme vecteur pour repenser l'attention comme vigilance. Alors peut-être on doit finir à 7 heures, hein, c'est ça? On n'a plus beaucoup de temps en réalité, parce que j'aimerais bien qu'on puisse discuter un peu. Donc ce que je vais faire, c'est simplement je vais vous indiquer les 5 hypothèses que je fais concernant justement cette refonte de l'attention concentration en attention vigilance. En sachant que, à terme, ce vers quoi je m'oriente, dans ce cadre, dans cette notion de vigilance, c'est une éthique de l'attention. C'est l'attention dans sa portée éthique. Donc l'accomplissement et le terme de vigilance, en fait, a une portée éthique. D'accord? Donc, disons-le tout de suite, hein, finalement, ce vers quoi je m'achemine, c'est vers cette possibilité de repenser ce que les sciences nous ont enseigné en allant investir à l'intérieur du paradigme scientifique une éthique, en dotant les sciences d'une éthique. Et en fait, parfois certains scientifiques l'ont déjà, hein, l'attitude des scientifiques est parfois déjà très... il y a un ethos qui est déjà très présent, justement dans cette prudence, dans cette sobriété, dans cette recherche d'expérimentation sans gros modèles, etc. Donc on a déjà cette portée éthique qui est disponible, une sorte de proto-éthique qui est disponible. Mais le terme de vigilance, je cherche à l'orienter dans cette direction. Seulement, ce qui est très intéressant, c'est d'aller regarder comment les différents phénoménologues, Husserl, beaucoup quand même, mais aussi Merleau-Ponty, un petit peu, Lévinas aussi, ont été scrutés finalement ce motif de la vigilance sur un mode qui n'est pas un mode directement ou explicitement éthique. Donc je ne voudrais pas aller trop vite. C'est-à-dire que, évidemment, la portée, elle est là. La portée de la refonte de l'attention en vigilance, c'est le soubassement éthique de l'épistémologie que je cherche. Mais avant cela, on peut dégager des motifs, des traits caractéristiques finalement de cette attention-vigilance qui ne sont pas éthiques, même s'ils nous orientent vers cette éthique. Et je voudrais en dégager 4. De toute façon, c'est déjà des résultats, hein, donc encore une fois, je saute les analyses et les descriptions. Et puis peut-être vous aurez du coup des questions, on pourra un petit peu échanger. Donc le premier trait caractéristique de l'attention-vigilance, d'après la refonte que je propose, c'est d'insister sur la dimension organique de l'attention. Organique, c'est-à-dire donc de faire de l'attention une dynamique corporelle. Insister sur le fait que c'est une activité qui engage finalement une relation au corps. Alors en disant ça, vous voyez, je vais à l'encontre de la conception psychologique la plus traditionnelle qui fait de l'attention un état interne, mental, invisible et forcément désincarné. Pour le psychologue, faites-moi confiance, hein. Le psychologue qui parle de l'attention, en général, ne la relie pas au corps. Alors, ce que je voudrais montrer, ce que je montre dans ce que j'ai pu écrire parallèlement, c'est que chez un auteur comme Husserl, mais aussi chez Merleau-Ponty notamment, la conception de l'attention est une conception qui est d'emblée entendue, c'est d'emblée une activité où j'ai un mouvement interne
je me déplace et je me tourne vers un objet, je me tourne vers moi-même. Alors, pour ceux qui font l'allemand, je pense que vous êtes nombreux qui connaissent l'allemand, le terme qu'utilise Husserl pour parler de l'attention, un des termes, c'est pas le plus standard, c'est pas celui du dictionnaire. Enfin, c'est aussi celui du dictionnaire, mais notamment pour ce qui nous intéresse ici, c'est pas ce terme-là, c'est le terme Zuwendung. Zuwendung, sich wenden, sich zuwenden. Donc, wenden, wendung, se tourner vers. Donc, on a un mouvement qui est en fait, qui a été noté par certains auteurs comme étant un geste. Donc, j'utilise le terme de geste parce qu'il réunit les différents facteurs qui m'intéressent pour définir cette dimension organique de l'attention. C'est un geste, c'est-à-dire c'est une activité qui est corporelle, Husserl dirait qui est kinesthésique, c'est une sensation qui est mobile, qui se déplace. C'est un geste parce que c'est quelque chose qui a une forme d'expression. Là, Merleau-Ponty peut nous venir en aide. Même si cette expression n'est évidemment pas linguistique, puisque quand je fais un geste, je ne suis pas en train de parler. Parfois, je peux parler en même temps, mais ça peut très bien se passer de parole. Et c'est un geste aussi au sens où l'attention est quelque chose qui est relationnel. C'est-à-dire qui engage, qui me met en relation, soit avec moi-même, soit avec quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc, dans la notion d'organicité de l'attention, c'est le premier trait, qui définit l'attention comme vigilance pour moi, eh bien, on a cette dimension du geste. Le geste rassemblant ces différentes composantes qui nous permettent de sortir de la compréhension de l'attention comme état interne, invisible, désincarné. Et il y a énormément de ressources, là aussi faites-moi confiance, dans un certain nombre de textes de Husserl et de Merleau-Ponty qui vont dans ce sens. Donc qui nous permettent de sortir justement, vous le connaissez différemment à travers la critique que Husserl fait de Descartes, quand il critique la conception trop mentale de la conscience, et qu'il insiste sur l'incarnation. Mais concernant l'attention, on le retrouve à plein. C'est vraiment intéressant. Donc un premier trait caractéristique, dimension organique ou l'attention comme geste. Le deuxième trait qui m'intéresse et que j'ai découvert en parcourant les textes de Husserl que je ne connaissais pas, qui sont maintenant un peu plus connus, ils sont un peu plus disponibles, c'est une entente de l'attention comme modulation. Alors ça définit l'attention dans sa structure, dans sa dynamique. Tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai évoqué le constat que font les anthropologues concernant la variabilité des états attentionnels, notre capacité attentionnelle. Donc, notre attention, elle n'est jamais homogène. Elle est toujours variable. Elle fluctue tout le temps. Quand vous m'écoutez, là, vous êtes en train d'écouter, mais vous m'écoutez quelques secondes et ensuite, il y a autre chose qui va vous venir et puis après, vous allez reprendre. Voilà, ça bouge tout le temps. Donc, ce constat qui est un constat très simple, eh bien, on le retrouve chez Husserl d'une autre façon, et chez les scientifiques aussi contemporains, en termes de modulation, de modification, ou de variation des états attentionnels. Alors, plutôt qu'y voir un problème, d'y voir quelque chose, voilà, je n'arrive pas à me concentrer, hein. Vous voyez, on est en train de sortir du modèle de l'attention-concentration. Plutôt que d'y voir un problème, eh bien, il faut y voir la structure même de l'attention. La dynamique même, la dynamique structurelle de l'attention, c'est sa variabilité. Alors ça peut faire écho en sciences, en épistémologie, des conceptions finalement en physique quantique, par exemple. Je fais des liens très très larges, excusez-moi, mais où la variabilité devient le critère de l'objectivité. C'est très rapide. Mais simplement pour vous faire porter l'attention justement sur un type de structure et de dynamique qui fait l'attention. C'est sa structure interne. Et donc vous voyez ici on introduit de la mobilité, on introduit de la variabilité, et c'est sa caractéristique propre. C'est plus un défaut, c'est plus un problème. Donc vous avez le droit de ne pas être attentif. Vous avez le droit de revenir et vous avez le droit de partir, et voilà. Et c'est ça, la vie même de l'attention, elle est là. Oui, ça nous débarrasse quand même de manière assez intéressante d'une conception de l'attention qui est assez contre nature, l'idée de concentration. C'est quand même quelque chose d'assez contre nature,
et ça produit souvent des effets assez néfastes par ailleurs. Donc si on entend dans l'attention une modulation, hein, forcément on est dans des degrés, ça bouge, ça va, ça vient, ça fluctue, et tout va bien. Tout va bien. Donc ça c'est le deuxième trait caractéristique d'une attention vigilance. C'est sa structure même en fait. Le troisième trait caractéristique, eh bien, à travers l'enquête que j'ai pu mener, ça va être non seulement sa structure dynamique, de modulation, mais c'est un processus. Au-delà de sa dimension de mouvement en termes de modulation, on a un autre type de mouvement. Hein, là, on peut penser à Aristote, parce qu'Aristote, il a bien distingué plusieurs types de mouvements. Hein, le mouvement comme retour, et puis le mouvement comme processus, c'est-à-dire comme génération, comme quelque chose qui évolue, qui bouge, qui s'accroît. C'est pas la même chose. Hein, la génération par rapport au déplacement, c'est pas la même chose chez Aristote. Bon. Donc ici, on a un troisième trait caractéristique de l'attention-vigilance, c'est son processus d'ouverture. Quelque chose qu'on peut mettre en relation avec ce qu'on disait tout à l'heure en termes d'attente et de réceptivité. Donc là, vous voyez, on est aussi dans la description, des choses qu'on trouve par exemple dans les textes de Husserl sur la synthèse passive, pour ceux qui connaissent, où Husserl parle lui en termes de genèse. La genèse du processus dans ma relation à un objet. Hein, je vais progressivement être attentif, cet objet va m'affecter, puis à un moment donné, ça va déclencher une attention. Mais l'attention est déjà là. En fait. Hein, donc on a quelque chose, un devenir, quelque chose qui a un devenir. Et ça aussi, c'est ce qui caractérise l'attention. Un devenir, et puis ça peut aussi être un disparaître, hein, mais la croissance, elle n'est pas cumulative et c'est pas non plus quelque chose de linéaire. Donc ce processus d'ouverture, c'est quelque chose de circulaire. Ça va, ça vient. Et ça crée un type de phénomène qui est assez intéressant, ce troisième trait caractéristique, par rapport à la relation au temps. Dans la mesure où, très souvent, quand on est attentif, eh bien on peut ne plus être attentif et ensuite être beaucoup plus attentif. L'attention peut s'intensifier à un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Ça peut être à cause d'un souvenir, une émotion, quelque chose qui nous a frappé, qui revient. Ça, c'est la circularité. Hein, ça va, ça vient. Et ce retour plus intense est étonnant par rapport au rapport qu'on a au temps habituellement. Parce que quand on regarde comment ça se passe dans le temps, en général, il y a l'avant, l'après. On a vécu une fois, après on ne peut pas le revivre de la même manière. Enfin, quelque chose d'irréversible, hein, le côté successif, la linéarité du temps. Ce processus d'ouverture que j'évoque, le troisième trait caractéristique de l'attention-vigilance, nous oriente dans une autre direction. Il semble qu'avec l'attention, eh bien, on puisse réactiver quelque chose qui a eu lieu avant ou qui n'avait pas forcément beaucoup d'intensité, on peut lui donner plus d'intensité. Comme si le rapport au temps était modifié. Comme si ce qui semblait être irréversible pouvait se réactiver. Alors, ce terme de réactivation, on trouve chez Husserl d'une autre façon. Comme si on pouvait revenir sur ce qu'on a vécu et l'intensifier davantage. Donc on a ici, vous voyez, une sorte d'économie de l'attention qui n'est pas linéaire. C'est un processus qui nous permet de faire des retours et de réactiver, de remettre en route finalement des événements qui ont été présents, qui ont été perdus et qui vont être donnés avec une intensité, avec une densité qu'on n'avait pas soupçonnée. Ensuite, après j'aurai fini, quatrième trait caractéristique de l'attention, ça va être sa capacité à faire usage finalement de la multiplicité des objets et des événements et des personnes qui nous sont donnés, qui s'offrent à nous, et plutôt que d'y voir là encore une difficulté, une paralysie, on peut faire attention à plusieurs choses en même temps, à plusieurs personnes en même temps. Donc ça c'est toujours le modèle de l'attention-concentration.
Si on est obligé de se concentrer, c'est parce qu'on ne peut pas être attentif à la fois à un tel qui parle et à une autre personne, ou à un oiseau qui est en train de chanter dehors et puis moi qui suis en train de parler. Donc, si on a un modèle de l'attention-concentration, on va avoir un modèle de l'attention divisée. Et cette attention divisée, c'est aussi quelque chose qui est pas mal discuté en sciences aujourd'hui. Cette attention divisée, eh bien, elle va être considérée comme problématique. On ne peut pas diviser son attention, on ne peut pas partager son attention. Alors, c'est pas aussi simple, il y a des travaux en sciences qui vont dans l'autre sens. Mais l'idée de l'attention-vigilance, c'est au contraire d'encourager cette posture. Et de considérer que, justement la possibilité d'être attentif à plusieurs choses en même temps, c'est la plasticité même de l'attention. Et c'est la plasticité même de ce que nous sommes, nous, des ressources que... Alors là, vous retrouvez le débat Stigler-Lévy. Et là, évidemment, là, je prends position, plus clairement, en faveur d'une posture plastique, par opposition à une posture qui serait une posture défensive par rapport à cette mobilité, pluralité de l'attention. Donc ça, c'est le quatrième trait caractéristique de l'attention vigilante. Vous voyez, à nouveau, ça nous décale par rapport à une attention de concentration. Et enfin, le cinquième et dernier trait, eh bien, c'est justement la portée proprement éthique de cette attention-vigilance, c'est-à-dire la possibilité d'une attention qui n'est pas simplement une attention plastique en relation avec moi-même, où moi, en tant que sujet, je suis attentif à plusieurs sources, soit des objets, soit des événements, soit des personnes, mais à l'inverse, j'ai un type de configuration où je vais partager mon attention. C'est-à-dire, je ne vais pas simplement être moi tout seul en train de faire attention à plusieurs choses et puis encourager cette posture et cette plasticité, mais je vais être dans une attention, en science on dit une attention partagée, on appelle ça joint attention, c'est-à-dire qu'en réalité, mon attention va être ouverte. Il va y avoir un partage, quelque chose de multidirectionnel, de multifocal, qui va créer une situation inédite, on pourrait dire dans des termes phénoménologiques, d'intersubjectivité, de plurisubjectivité. Et à ce moment-là, on rentre dans quelque chose qui va donner à l'attention sa portée proprement éthique. C'est une attitude d'ouverture, non seulement aux objets, mais aux autres. Donc la dimension éthique, ici, elle peut rentrer à plein. Donc c'est un cinquième versant de cette attention-vigilance. Alors, si on prend ces différentes attitudes, ces différentes caractéristiques de l'attention, vous voyez que les premiers traits caractéristiques ne sont pas spécialement éthiques. Et pourtant, ils sont tous traversés par cette dimension d'ouverture. Et ils s'opposent tous à l'idée d'un modèle d'attention-concentration. Alors, il faudrait, si on voulait vraiment ensuite entrer dans la démonstration, il faudrait reprendre un certain nombre d'analyses, reprendre un certain nombre de descriptions pour essayer de montrer comment cela se met en relation et comment cela peut être pertinent. Et bon, je vais m'arrêter là, parce que je crois que j'ai déjà largement excédé mon temps de parole. Et puis, voilà, peut-être qu'il y aura des retours, des questions, des critiques, des interrogations. On a un petit peu de temps, on a un quart d'heure. On a un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. Après, de toute façon, on peut discuter aussi On un peut sortant. continuer à discuter après. On a le problème qu'on doit libérer la Ouais. C'est-à-dire sortir avant 7 heures et avec un peu de temps pour remettre la salle comme elle est d'habitude. C'est toi qui modère ça. C'est magique. Oui. Moi j'ai des questions d'abord techniques qui concernent la philosophie, la phénoménologie husserlienne. Et c'est des questions qui se regroupent un peu. Je commence par la plus générale. Si on tient compte du fait si
si on coupe le lien traditionnel entre l'attention et l'intentionnalité d'acte, quelle est la place de l'attention dans la conscience transcendantale du Husserl? Où est-ce qu'on pourrait la situer? Alors, Je peux tout de suite. ah oui, oui, je vais noter. En ce cas. Non, parce qu'ils se regroupent un peu. D'accord. Deuxièmement, quel serait le lien entre la conscience pré-réflexive et l'attention? Est-ce que ça ne serait pas une possibilité de contourner la relation traditionnelle entre l'attention et l'intentionnalité d'acte? Et quelle est finalement la relation de l'attention à la temporalité chez Husserl, et notamment à la temporalité préimmanente, qui est définie dans les manuscrits de Bernau comme une omni-intentionnalité. D'accord. Merci. Merci de ces questions. C'est vrai que du coup, ça permet de rentrer dans des dimensions plus techniques des analyses que je n'ai pas faites. Donc, je vous remercie. Alors, je pense qu'on peut quand même dissocier, en fait, et répondre. Je peux répondre sur les trois de façon distincte. Alors, pour la première question, bon, je vais vous renvoyer un texte pour commencer. Je ne sais pas si vous posez ces questions en connaissance de cause, en connaissance des textes, ou à titre pour avoir des éclaircissements. Des indications, oui. D'accord, d'accord. Donc il y a un très beau texte de Husserl sur la relation entre attention et intentionnalité. Vous pouvez aller lire au paragraphe 92 des idées directrices 1. Paragraphe 92. Donc c'est un texte, le texte idées directrices 1, c'est un texte de 1913. Donc comme vous savez, c'est le texte du tournant transcendantal. Et donc c'est un texte qui est dans l'économie de Husserl, qui relève de la phénoménologie transcendantale. On est dans cet espace-là. Et donc Husserl, dans ce texte, dans le paragraphe 92, je vais vous donner quand même quelques informations, quelques indications, il n'oppose pas du tout l'attention et l'intentionnalité. Il n'exclut pas, il n'y a pas de geste d'exclusion. L'intentionnalité est bien sûr, comme vous savez dans ce texte, le motif central. Il n'y a pas de surprise. Et l'attention, qui parfois est nommée attentionnalité, attentionnalité, pour coller, garder la même structure que intentionnalité. Donc l'attention est considérée comme étant le texte est ambigu, et c'est ça son intérêt, c'est à la fois une modification parmi d'autres de l'intentionnalité. Donc à ce moment-là, on va dire que c'est une modification comme la perception est une modification, comme la mémoire, comme le souvenir est une modification, comme l'imagination est une modification. Donc c'est le terme modification, c'est le standard. Donc l'attention à ce moment-là va être considérée comme un acte parmi d'autres, finalement. Comme un acte propre. Oui, qui a son autonomie, qui a sa réalité propre, et qui est soumise au régime intentionnel. L'intentionnalité étant la structure de la conscience, ça c'est bien connu. Et donc à ce moment-là, l'attention est un des actes, parmi d'autres, intentionnels forcément. Donc Husserl nous dit à la fois cela, et en même temps, c'est là l'ambiguïté et l'ambivalence de ce paragraphe, et toute sa force aussi, toute sa richesse, il nous dit qu'elle est une modification d'un genre particulier. Un genre très particulier. Enfin bon, il lui donne, à la fois il la soumet au régime intentionnel, et en même temps il lui donne une qualité qu'il accepte du régime intentionnel. Il dit les deux. Donc en fait on est bien avancé. On ne sait pas trop quoi en faire. Et ceci ne trouve pas de réponse dans les idées directrices. On n'arrive pas très bien à savoir, si on lit le texte en détail, paragraphe 92, on comprend pourquoi il dit ça en fait. On comprend qu'en réalité ce qui intéresse Husserl dans l'attention, c'est ce que moi j'ai reformulé en termes de modulation tout à l'heure, et qu'il nomme pas, il n'utilise pas le terme de modulation, il parle de mutation. Il utilise le terme Wandlung, Abwandlung. Donc c'est pour Husserl une mutation de la conscience. L'attention est une mutation de la conscience. Donc elle nous fait, selon lui, en réalité, si on regarde en détail, elle nous fait sortir de la compréhension
de la conscience et du lien avec l'intentionnalité. Mais il ne nous dit pas trop pourquoi ni comment. Pour véritablement comprendre de quoi il s'agit, et en fait, il faut remonter, et là ça prend vraiment trop longtemps, je ne peux pas là vous expliquer tout ça, mais il faut remonter à un cours antérieur, qui est un cours que j'ai traduit, enfin, qui a été publié qu'en français, qui est un cours sur l'attention et la perception, qui date de 1904-1905, qui fait partie des 4 cours de Husserl de ces années-là. Le cours sur le temps, on le connaît bien, les notions sur la conscience du temps, le cours sur l'imagination, on le connaît bien, 2023. Il y a un cours sur la perception en tant que telle, qui n'est pas traduit en français encore, et un cours sur l'attention que j'ai traduit. Si on remonte en amont de 1913, on revient en 1904-1905 où se jouent plein de choses, puisque comme vous savez, c'est aussi le moment où Husserl découvre la réduction, etc. C'est une période extrêmement riche au niveau descriptif, au niveau des analyses descriptives. Si on regarde ce cours, il faudrait vraiment regarder de près tous ensemble, on se rend compte qu'en fait l'attention a un statut tout à fait différent finalement des autres actes, et que justement elle a ce que j'évoquais tout à l'heure, parce que tout ce que je vous ai raconté en fait c'est un peu la synthèse de choses que j'ai découvert aussi dans ces textes de Husserl. Elle a cette caractéristique très particulière d'être adossée aux activités conscientes, mais d'être en tant que telle jamais autonome. Alors ça peut sembler bizarre, on peut se dire mais alors quel intérêt? Au fond c'est justement pas intéressant puisqu'on ne sait pas comment l'identifier. Mais c'est ça son originalité. C'est d'être un opérateur qui est en tant que tel non autonome et pas identifiable. Alors Husserl passe une centaine ou 200 pages environ à nous raconter ça. Donc en fait il en dit quand même beaucoup. Alors ensuite le problème c'est que ces cours de 1904-1905 sont pré-transcendantaux. Donc, par rapport à la fin de votre question, la réponse, finalement, à la question se trouve dans des textes où Husserl n'a pas encore, est dans un contexte de psychologie phénoménologique, mais qui n'est pas la phénoménologie transcendantale. Et ensuite, finalement, vous voyez que le motif de l'attention, il apparaîtrait précisément dans le paragraphe 92, mais en réalité, il est peu thématique dans les édits directrices. Enfin, il l'est, mais de manière, là aussi, toujours comme ça, comme une sorte d'acte invisible, très peu présent, latéral, toujours. Il est omniprésent dans sa dimension latérale. Et ensuite, on le retrouvera dans les textes sur la synthèse passive de manière beaucoup plus présente, mais avec l'idée, avec justement la génétisation de la phénoménologie. Donc, Husserl reprend finalement les analyses de 1904-1905, mais il les acclimate à la phénoménologie génétique. Donc là, on change de contexte et en même temps, on récupère des choses qui sont très précoces. Alors ça pourrait, ici, on pourrait rejoindre le deuxième point que vous avez évoqué sur la dimension de la pré-réflexion. Même si ce terme de pré-réflexion, dans les analyses sur la synthèse passive, justement, on trouve beaucoup d'endroits où Husserl va accentuer l'opposition entre attention et réflexion. Donc aussi pré-réflexion. Il va refuser, en fait, de mettre en relation l'attention et la réflexion. Donc là, il prend une décision qui, par exemple, est complètement opposée à ce qu'on trouve chez un auteur comme Fichte. Puisque pour Fichte, comme vous savez peut-être, l'attention, c'est une réflexion puissance 10. Donc, le modèle réflexif va être encore radicalisé avec l'attention. Pour Husserl, l'attention est du fait de sa dimension latérale et quasi invisible et inidentifiable, ça s'oppose à la réflexion. La réflexion est un processus d'identification. Je fais retour sur moi, et en revenant à moi, ou en revenant à ce que je suis, je m'identifie comme étant ce que je suis. Vous comprenez, la conscience de soi. L'attention, c'est exactement l'inverse. Ouais, bon, il faudrait regarder les analyses très précisément, et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté, alors en m'inspirant beaucoup de ce que Husserl me propose, pour présenter l'attention comme un processus d'ouverture, caractérisé par son ouverture.
L'ouverture, c'est justement ce qui ne m'identifie pas, ce qui défait l'identification. Alors, là aussi, il faudrait par exemple aller voir des choses plutôt chez Lévinas, de ce point de vue-là. Les textes sur les... Donc on est aux antipodes de la réflexion ou de la pré-réflexion, avec attention. Alors, là aussi, il faut me croire, parce que je ne peux pas vraiment démontrer la chose. Concernant la temporalité, alors ici c'est un gros morceau, peut-être on en parlera après, parce que si jamais il y a d'autres questions, je voudrais pas... Enfin, ce serait dommage, quoi. Mais je peux vous répondre. Oui. Bon, merci Madame pour cette présentation panoramique de votre sujet de recherche. Et j'aimerais me permettre de vous suggérer une lecture plutôt littéraire que philosophique par rapport à ce sujet, et notamment par rapport à cette posture à laquelle, si j'ai bien compris, vous opposez, c'est-à-dire cette série de technologies de manutention, c'est-à-dire de développement de la concentration, technologie de la concentration. Et je pense notamment à des textes de Borges, des petits contes, où il revient toujours sur... il nous propose à ce personnage, bon, notamment je pense à un petit conte qui s'appelle Funes el Memorioso, Funes et aussi dans la Lève, où il nous présente des personnages qui, pour des circonstances mystérieuses, et ont accès à de certaines formes d'ubiquité. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément la figure de l'attention, mais on peut très facilement la lier. Et Borges, il montre de façon très subtile et très ironique comment, en fin de compte, ceux qui semblent jouir de cette présence constante, de cette présence d'esprit, de cette concentration constante, sont un peu imbéciles, en fin de compte. C'est-à-dire, il montre un peu par l'absurde comment forcément nous avons besoin de ces processus dont vous parlez, de modulation, de plasticité, et comment l'accomplissement de ce qui semblerait être un desideratum de notre performativité humaine amène à des figures absolument absurdes ou indésirables. Je pense que ça serait très chouette pour illustrer peut-être... Ouais, c'est intéressant. Il faudrait que j'aille regarder précisément, mais c'est drôle parce que je connais ces textes, pour les avoir lus il y a quelques temps, et voilà, il faudrait que je fasse le lien maintenant. D'accord. Et une toute petite question, par rapport à l'ouverture vers cette dimension éthique de l'attention, de la vigilance, quelle serait la prise de la faculté qu'on appelle volonté sur, c'est-à-dire dans quelle mesure c'est une volonté qui devrait gérer, commander la vigilance. Je pense que justement on serait pas dans ce paradigme-là. Hein. C'est-à-dire qu'on serait vraiment davantage dans quelque chose qui relève de la réceptivité, pour prendre un terme qui est le terme de Husserl, ou dans quelque chose qui relève justement de l'attente. On serait plus ou dans la veille. Ça pourrait être quelque chose qui relève de la veille, de veiller, c'est-à-dire il y a un rapport au temps, là aussi. Hein. C'est ce rapport au temps, je pense, qu'on trouve chez Husserl, dans la veille, au sens de la veille, l'éveil, la veille. On serait beaucoup plus dans cette conception-là que dans la volonté. On serait plus dans le terme volonté, justement, il ne fonctionne pas dans ce paradigme. En tout cas, l'idée, c'est de lâcher sur la volonté. Merci. Vraiment obligé On va devoir arrêter. de sortir. De sortir. Pas d'arrêter. On va sortir. De sortir. Vous avez une C'est vraiment impossible. Désolé. J'ai pris C'est pour les techniciens. Oui, non, mais je comprends. Si je vais la